Et me il est grand temps que j'ai du budget. Putain, mon gars, la synchronisation des bruits de zombies est vraiment dégueulasse. Analyse-moi cette merde. Il est temps qu'on en finisse avec cette histoire. Zombie? Non. Infecté. Il y a une différence? Amateur. Petit défi personnel, réussir à analyser 28 jours plus tard, sans mentionner une seule fois la musique et les fantastiques travaux de John Murphy. Go! 28 jours plus tard, film post-apocalyptique sorti en 2003 et réalisé par le talentueux britannique Danny Boyle. Un réalisateur qui a déjà traité de moult genres et thématiques, toutes plus athlétiques les unes que les autres. Huis clos, SF épileptique, drame, comédie romantique, biopic. Et le tout en posant des questions existentielles. La plage, par exemple, vivement critiquée malgré ses nombreux messages portant sur l'utopie d'une société paradisiaque et perdue, qui nous interroge sur la définition même du bonheur, sur le prix qu'on serait prêt à payer pour garder nos intérêts, sur la manière dont une société peut plonger dans le chaos. D'ailleurs, l'une des thématiques assez chères à ce cher Danny, belle rime, restera quand même la question de l'argent et de ses conséquences néfastes. Point central de la Bag of Money Trilogy, réalisée au tout début de sa carrière de cinéaste et regroupant donc Petit meurtre entre amis, Trainspotting et Une vie moins ordinaire avec toujours Monsieur Erwan McGregor en acteur principal. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Tu m'ôtes les mots de la bouche. 28 jours plus tard, donc, seconde collaboration entre Danny Boyle et l'auteur Alex Garland, dont le fruit de leur duo fera naître des films comme La plage justement, adaptation du roman de l'auteur en question, ou Sunshine. Sunshine qui restera au passage équivalent, voire meilleur qu'Interstellar et peut-être même 2001 de Kubrick. Tu dis ça pour provoquer ou tu le penses vraiment? Je te laisse le bénéfice du doute. Tu vas en avoir besoin contre la vague de haters que tu viens d'attirer. L'histoire donc commence d'abord par le jour et la manière dont l'apocalypse est arrivé. Rien de plus simple, c'est l'histoire de 3 militants pour la cause animale qui réussissent à s'infiltrer dans un laboratoire de haute sécurité où de méchants scientifiques font subir des expériences assez douteuses sur des macaques en captivité. Ils finissent par se friter avec l'un des scientifiques en question qui leur révèle que les singes sont atteints d'un nouveau virus qui s'intitule La fureur. Et évidemment, ces militants décident d'ignorer les conseils du CH scientifique qui leur recommande chaudement de ne pas les libérer. On vous laisse deviner la suite. L'action reprend ensuite 28 jours plus tard, C'est curieux, c'est ce qui est écrit sur la bobine. où un fringant jeune homme au visage candiesque, interprété par l'excellentissime Cillian Murphy, se réveille d'un profond coma. Il va par la suite visiter l'hôpital qui est en piteux état, faut bien admettre. Puis il va prononcer l'une de ses phrases favorites qu'il a répétée durant une grosse partie du film. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Je crois qu'il nous appelle. Le fringant jeune homme finit par déambuler calmement dans les rues désertes. Au programme, un petit plan monument qui nous informe que l'action se situe à Londres, des bus renversés et des photos de personnes disparues qui démontrent bien que... c'est la merde quoi. Et finalement, cette petite balade du dimanche se termine à un seul endroit possible, la messe. Et pour introduire les infectés, quoi de mieux qu'une petite illustration satanique. Sacré réflexe pour un mec qui sort du coma, hein. Tu comptes faire ce genre de réflexion durant tout le film? Non, parce qu'on en est rendu à même pas 15 minutes là. Je te laisse le bénéfice du doute. Le fringant jeune homme va aussitôt entrer en mode Forrest Gump avant d'être sauvé illico presto par 2 survivants qui passaient dans le coin. Une fois nos 3 protagonistes hors de danger, les présentations sont rapidement faites. Jim. Moi, c'est Marc. Elle, c'est Selena. Bonjour, gentes dames. Et on en apprend beaucoup plus sur tout ce merdier. À savoir que le virus a potentiellement une portée mondiale, qu'il n'y a plus aucune communication avec les autres continents, et plus aucun gouvernement pour essayer de maintenir un quelconque équilibre. Les nouvelles sont pas excellentes. Le lendemain, Jim décide d'aller voir ce que sont devenus ses parents, aux côtés de ses nouveaux compagnons de voyage. Et après avoir constaté la mort de ces derniers, ils subiront une attaque d'infectés qui aura raison de Marc.
finalement, je crois que je vais passer mon chemin. Jim et Selena reprendront aussitôt le chemin inverse, avant de remarquer des loupiottes de Noël accrochées à un immeuble. Intrigués, ils décident de se rendre là-bas et ils sont accueillis avec le tapis rouge par Frank et sa fille Anna. Le film marque ici un premier tournant en introduisant 2 personnages extrêmement importants et en attribuant enfin un objectif à ce joli quattro. Des militaires. Chut, c'est pas fini. Notre position est le 42e barrage, sur la M602, à 41 km au nord-est de Manchester. Et commence ainsi un excellent road trip à l'ambiance et réaction pour le moins assez kitsch. Au volant d'une des voitures les plus blindées au monde, ils vont choisir une succession de décisions toutes plus illogiques les unes que les autres pour tout survivant qui se respecte. Traverser un tunnel bien sombre au lieu de le contourner, Jim qui s'aventure tout seul dans une station essence et qui bute un enfant infecté, Belle inspiration de George Romero d'ailleurs. un plan référence à Trainspotting, une nuit à la Belle Étoile, bref. Et le pire, c'est qu'ils ont réussi à rester en vie jusqu'au barrage. Et devinez quoi ? Mais t'es con! Après s'être rincé l'œil, ce cher Frank est aussitôt abattu par des militaires qui jouent à cache-cache. Ces derniers ramènent donc Jim, Selena et Anna à leur campement juste après les avoir trouvés, où ils sont accueillis par le pragmatique Major Henry West, incarné par un Christopher Eccleston au top de sa forme. Un petit bisou et un dîner plus tard, nos 3 protagonistes se rendent compte que le danger est bien plus près que ce qu'ils avaient imaginé. Notamment lors d'une réplique clé du Major qui est devenue culte avec le temps. Des humains tuant des humains. Et les motivations des militaires ne tardent pas à se révéler, le tout en une seule ligne de dialogue. Je vous comprends. Je leur ai promis des femmes. Continue. Jim, n'étant bien entendu pas d'accord avec ça, tente de s'échapper avec les filles, mais il est aussitôt capturé et mis hors d'état de nuire. Les militaires se mettent rapidement d'accord pour le supprimer, mais malheureusement pour eux, Ça va me plaire, je le sens. Pauvre connard! Qu'est-ce que tu fous, putain? Tu voulais me descendre ou quoi? Tu voulais me descendre, hein? C'est moi qui vais te descendre, enfoiré! Mais vous êtes con! Je te le fais pas dire. et à partir de ce moment, Jim va littéralement être filmé comme un infecté. Cela sera l'aboutissement du personnage, autrefois jeune homme au cœur tendre ignorant tout de ce nouveau monde, et aujourd'hui jeune survivant téméraire. Quoique, téméraire n'est pas le bon mot pour qualifier le bordel qu'il va provoquer. En effet, après avoir déclenché l'alarme du barrage, il va rapidement se débarrasser des soldats qui sont venus lui régler son compte, à l'exception du Major, avant de retourner à leur campement pour libérer l'infecté que ses cons retenaient en captivité. Ce dernier va ensuite foutre une belle pagaille, tuant un à un les militaires retranchés. Bien entendu, les militaires restant cons jusqu'au bout, Jim réussit à se débarrasser du plus sadique d'entre eux avec un rush final pas du tout discret, libérant ainsi Selena et Anna des griffes de ces abrutis. Il décide de prendre la fuite au volant de Tati, mais Jim est surpris par le Major qui l'attendait de HS. Après s'être pris une balle dans le buffet, Anna est atteinte d'un élan d'héroïsme qui la pousse à servir le Major aux infectés sur un plateau d'argent. Enfin, de taxi plutôt. Banderole, spoiler! Et à nouveau 28 jours plus tard, le film se termine par une petite happy end qui fait plaisir, avec Jim, Anna et Selena qui réussissent à se faire remarquer par un avion qui passait dans le coin. Curieux d'ailleurs qu'ils veulent être secourus quand on voit ce qui s'est passé avec les militaires d'avant. Ouais, mais ils étaient que 9. Et ils avaient pas d'avion. Je suis dubitatif. Je vois ça. Mais ne va pas croire que je ne vois pas les nombreuses qualités du film. A commencer par les infectés bien sûr, qui donnent une place de choix à ce film dans le genre zombiesque. Fini les écervelés qui se déplacent en masse et qui vont à 2 à l'heure. Place à des infectés rapides, vifs, bestiales et véritablement flippants. À quelques séquences notamment, on peut remarquer qu'il leur reste encore une part d'humanité importante, ce qui augmente considérablement l'impact émotionnel ressenti quand ils sont tués. Attention, tendez l'oreille. Les nombreux détails post-apocalyptiques qui sont présents dans le film vont contenter tout juste les fans de survivalisme. Entre autres, les seaux pour récolter la pluie, la nourriture périmée et les décors de la capitale londonienne abandonnée et dévastée qui sont franchement gargantuesques. Je voudrais revenir sur la question des infectés. En fin de compte, on est vraiment face à un film d'infectés qui sort du lot par plein d'aspects. Explique. Les infectés sont purement secondaires. Non seulement ils sont présents peu de fois à l'écran, mais même leurs attaques sont presque... Anecdotique. Le meilleur exemple reste Frank qui ne meurt même pas à cause d'une attaque d'infecté, mais par une petite goutte de sang contaminée qu'il se prend dans l'œil sous un excès de colère. La métaphore même de la goutte qui fait déborder le vase. Ici, les vrais ennemis sont les militaires, et le film met vraiment l'accent sur la psychologie des personnages, de ces tout jeunes survivants.
J'ai du mal à voir où tu veux en venir en fait. Attends, laisse-moi finir. Habituellement, dans les films, séries ou jeux vidéo de zombies, il y a surtout deux temporalités qui sont exploitées. La première, c'est le moment où l'infection arrive. Et la seconde, c'est généralement une longue période après l'apocalypse où les rares survivants sont déjà rodés à la survie et savent prendre les bonnes décisions au bon moment. Or, dans ce film, on a un mélange de ces deux temporalités. Cela fait à peine 28 jours que l'apocalypse est arrivé. Et les survivants n'ont pas encore eu le temps de s'adapter à la dangerosité de ce nouveau monde. Et cela se ressent par plein d'aspects. La naïveté de faire confiance aux premières personnes non infectées qu'ils croisent, les décisions qu'ils prennent, les dialogues, absolument toutes les situations qu'ils vivent les mènent à des dangers qu'ils n'ont pas encore l'habitude de côtoyer. Et ça c'est beau. 1 + 1 = 11, 2 + 8 = 28. Le film dresse une panoplie de personnalités fortes et en constante évolution. Selena, la survivante endurcie qui apprend progressivement à ouvrir son cœur. Anna qui prend rapidement du poil de la bête une fois libérée de la coupe de son papa poule. Le Major qui est prêt à tout afin de maintenir ses soldats en vie, quitte à accepter l'usage du viol. Et, bien entendu, Jim, dont la transformation est la plus flagrante. Car bon, faut bien admettre que son personnage a connu une sacrée évolution entre avant et 1h30 plus tard. Il est intéressant de noter que le film instaure une dimension familiale assez étonnante pour nous autres spectateurs. En effet, on voit les relations se créer entre les survivants. On assiste à la naissance de ce cocon en temps réel. Et ça change des autres productions zombiesques qui nous instaurent d'emblée des groupes de survivants déjà formés, nous obligeant donc à découvrir des relations préétablies. Mais ici, Danny Boyle nous dresse cette évolution par des séquences clés importantes, comme les courses ou la nuit à la belle étoile. Un costaud au cœur tendre, Franck. Hey, mais c'est pas mal ce que tu viens de soulever là. À de nombreuses reprises dans le film, cette dimension familiale est soulevée de manière indirecte. Les chevaux, la famille de Jim et même le récit de Mark qui en fin de compte ne reste pas longtemps à l'écran. Je me souviens de mon père avec ses liasses de billets, alors que le liquide n'avait plus aucune valeur. Mais cette idée était venue à 20 000 autres personnes. On est clairement face à des survivants au caractère crédible. Et surtout, humain. Et c'est cool de voir ça. Par contre, il y a un point où tu ne t'es pas assez attardé. C'est toi l'attardé. Le visuel en l'occurrence. C'est quand même quasiment le point fort du film, avec une photographie et des plans phénoménales sur une ville de Londres totalement dévastée, tout en étant empreint d'un réalisme relativement effrayant. Après tout, le film a été entièrement tourné au numérique, et même si on a un sentiment d'une saturation importante de certaines couleurs couplées à quelques images floues, on comprend rapidement que ce choix va surtout impacter les scènes d'action, ainsi que la vivacité de nos amis cannibales. Ah bon? C'est les seules choses que ça impacte selon toi? Dis-nous en plus, Sherlock. Beaucoup de personnes ont relevé un point très intéressant dans les choix esthétiques de Danny Boyle. Entre autres, l'utilisation de caméras digitales vidéo, qui a permis de filmer la plupart des scènes de Londres vite fait bien fait, donnant presque un style de reportage à 28 jours plus tard. Sauf que... c'est plus qu'un style de reportage. Pour Jim, le film entier agit comme une sorte de rêve éveillé. Le film sonne comme une succession de cauchemars pour notre petit Candide, dont on aimerait qu'il se réveille. Et le visuel du film contribue fortement à créer une certaine forme d'artificialité, par la saturation des couleurs et les cuts qui donnent une impression de brouillon. En particulier pour les scènes d'action que tu citais précédemment. La séquence du tunnel reste l'exemple le plus frappant. Le Quattro, qui tente de réparer le taxi, se retrouve méchamment pressé par l'arrivée des infectés. Que ce soit par les choix de cadrage, par les angles de la caméra, et même par les répliques des personnages, aucune indication ne nous est donnée concernant la distance à laquelle les infectés se trouvent par rapport aux personnages. On galère même à situer ces derniers dans l'espace de la scène, car la succession des cuts sert à perdre totalement le spectateur, mettant ainsi tous ses sens en vigilance et le plongeant dans un cauchemar dont il aimerait se réveiller. Et quand c'est pas les scènes d'action, c'est les situations connues par Jim qui font écho encore une fois à ce terme de cauchemar. Quand il découvre la capitale dévastée, la mort de ses parents, le témoignage et la mort de Mark, la mort du padré, les intentions des militaires. Une bonne vie de merde en somme. Le paradoxe qui s'ensuit concerne les scènes où Jim se réveille, en particulier celle du feu de camp, où il rêve qu'il se réveille seul, abandonné par ses camarades, renforçant ainsi le sentiment que 28 jours plus tard s'inscrit dans un cauchemar qui ne finit jamais. Parfois il ne vaut mieux jamais se réveiller. Eh bien je pense qu'on va pouvoir conclure sur un plan en particulier du film qui montre bien à quel point ce Shadani est méticuleux dans son travail et que potentiellement dans une autre vie, il fut probablement un peintre d'une grande envergure. Bon, plus que 11. Il y en a une qui est planquée dans une grande étendue d'eau. Ça veut dire quelque chose d'après toi? Ah, ça j'en sais rien. Par contre,
récupère ça. On se dit à dans 28 semaines? Non.